la création d'emplois pour les jeunes est une priorité nationale et de nombreux programmes ont été mis en place pour soutenir les jeunes entrepreneurs et les aider à développer leurs entreprises. Nous recevons pour vous aujourd'hui Madame Aminata Kouyaté, qui est la directrice nationale de l'emploi et de l'auto-emploi des jeunes au ministère de la Jeunesse et des Sports, pour qu'elle nous dise un peu quels sont les défis et quelles sont les perspectives dans ce domaine pour les jeunes. Bonjour Aminata. Bonjour. Avant d'aller dans le vif du sujet, Aminata, en une phrase, comment vous présentez-vous? Alors Aminata est une personne dynamique, empathique et très perfectionniste. Je suis vraiment centrée sur l'humain. Et je pense que c'est ce qui m'a amenée à occuper ce poste depuis un certain nombre de temps, parce que j'estime que l'homme est perfectible si on lui en donne les moyens. Donc je suis vraiment dans cette dynamique d'accompagnement, de conseil et puis d'aide. Très bien. Mais pourquoi une direction nationale de l'emploi et de l'auto-emploi des jeunes? Alors, la Direction nationale de l'emploi et de l'auto-emploi a pour mission principale de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de promotion d'emploi des jeunes. Et je précise, promotion d'emploi des jeunes, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que notre mission est d'accompagner les jeunes, de faire en sorte qu'ils aient les compétences, qu'ils aient les qualifications et qu'ils aient les qualités requises pour être employés ou alors pour s'auto-employer. Tout le monde est jeune en Guinée, mais officiellement, à quel âge être jeune? Et c'est extrêmement important, contrairement à ce que vous dites, parce que tout le monde se dit jeune. Mais il faut savoir que jeune en Guinée répond vraiment à une tranche d'âge bien particulière. La Guinée a ratifié en 2017 la Charte africaine de la jeunesse, qui dit que est jeune quiconque a entre 15 et 35 ans. Donc voilà effectivement la cible du ministère de la Jeunesse et des Sports. Ça veut dire que quand on parle de jeunes, quand moi je parle de jeunes et qu'on parle de jeunes au niveau du ministère de la Jeunesse, on parle de toutes les personnes qui ont entre 15 et 35 ans. Et vous conviendrez avec moi que ce sont les plus nombreuses de la population. Oui, parce que la population guinéenne est très jeune. Mais est-ce que ce programme s'adresse, cette direction, plutôt à tous les jeunes, ou il y a des jeunes, des cibles particulières? Non, justement, nous sommes les seuls parce que le ministère de la Jeunesse est justement le ministère qui a en charge la jeunesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le ministère qui a pour mission de favoriser l'insertion et l'épanouissement des jeunes qui ont entre 15 et 35 ans. Donc, vous conviendrez que dans cette cible-là, vous avez plusieurs sortes de jeunes. Vous avez des jeunes diplômés sans emploi, des jeunes déscolarisés, des jeunes non scolarisés et même des jeunes qui sont en conflit avec la loi, qui sont en milieu carcéral, à condition qu'ils aient entre 15 et 35 ans. Donc c'est l'âge en fait qui est vraiment notre cible. Donc ce qui fait que nous sommes le seul ministère qui a affaire à toutes les jeunes. Et est-ce que dans ce programme, puisqu'on parle du genre souvent, il y a un programme spécifique pour les jeunes filles, ou est-ce que vous mettez tout le monde dans le même... Non, effectivement, il y a, comme on dit, une particularité, parce que, comme vous le savez, les jeunes sont celles qui sont le moins alphabétisées. Quand vous prenez les statistiques officielles, pour 43% pour les hommes, on est à 22% pour les filles. Donc, il est important de combler ce gap. Donc, on a des programmes spécifiques pour les jeunes, pour vraiment les aider, surtout en termes d'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que nous avons mis en place le Youth Connect for Women, qui était essentiellement centré sur les jeunes femmes, et qui avait pour objectif vraiment de promouvoir l'entrepreneuriat féminin à travers le mentorat. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui veulent entreprendre, mais elles n'ont pas forcément l'expertise, elles n'ont pas l'expérience, elles n'ont pas, comme on dit, toutes les compétences requises. Donc ce que nous avons fait à travers ce programme, c'est que nous avons identifié des femmes modèles, des femmes mentors, notamment au nombre de 87, dans les 4 régions naturelles, dans des domaines bien spécifiques, aussi bien dans l'agro-business, dans l'agriculture, l'artisanat et même dans le commerce. Et on a identifié des jeunes femmes qui voulaient entreprendre dans le même domaine. Et on les a mis ensemble, après évidemment formation, renforcement de capacités et accompagnement, et ça a donné un excellent résultat. Aujourd'hui, on a vraiment des jeunes femmes qui sont sorties du lot, qui arrivent vraiment à s'imposer dans leur environnement et vraiment à développer un business qui leur correspond et qu'elles ont choisi. Parlant de projets, justement, vous êtes le point focal de beaucoup de programmes qui sont adressés à ces jeunes au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et aujourd'hui, comment vous pouvez mesurer l'impact de tous ces projets dans l'écosystème entrepreneurial, dans le développement économique de ces jeunes?
depuis que vous occupez ce poste? Alors, il faut savoir que tous ces programmes-là ont des ancrages et aussi sont structurés. Au niveau de la gouvernance, vous avez toujours, par exemple, un comité d'orientation stratégique qui est vraiment même placé au niveau du ministre. Ensuite, vous avez un comité technique et vous avez aussi, comme on dit, des missions de suivi-évaluation. Mais au-delà de tout ça, une fois de plus, on s'adresse à l'humain. C'est surtout le témoignage des bénéficiaires. Quand vous prenez un grand projet aussi qui a impacté justement l'environnement social et économique en Guinée, qui est le projet Intégra pour le citer, l'objectif c'était de lutter contre la migration irrégulière, les causes profondes de la migration en fixant les jeunes. Donc, comment faire que les jeunes, parce qu'il y a aussi l'exode rural dont on ne parle pas, quand vous allez à l'intérieur du pays, dans nos préfectures, elles sont vraiment désertées par les jeunes parce qu'ils ne trouvent rien à faire, ils n'ont pas de centre d'intérêt, l'environnement ne répond plus à leurs besoins. Donc, comment faire en sorte que ces jeunes, on les fixe dans cet environnement-là et qu'ils ne viennent pas gonfler vraiment le nombre des jeunes en déperdition dans la capitale. Et ce projet-là, aujourd'hui, ce sont les jeunes bénéficiaires même qui en sont les porte-paroles, qui en sont vraiment les ambassadeurs, parce que quand un jeune vous dit « moi j'étais prêt à tout pour partir, mais grâce à ce projet je suis resté, je me suis réalisé, je suis devenu utile à ma famille, à ma communauté, donc je remercie le projet », donc je pense que c'est la plus belle façon de mesurer. L'impact. Et ça, pour moi, c'est ce qui est important, ce n'est pas les chiffres, c'est ce que commence à impacter les gens et que ces gens-là eux-mêmes puissent dire voilà réellement comment ça a changé ma vie, ça a transformé ma vision, etc. Au vu de tout ce que vous dites, donc vous avez plusieurs programmes que vous mettez à la disposition des jeunes et vous ciblez les jeunes dans tous les pays. On a parlé de l'exode rural, on a parlé de la migration clandestine. En dehors de ça, quels sont, à votre avis, les principaux problèmes, les plus grandes difficultés dans ce monde des jeunes pour leur emploi et surtout l'auto-emploi? Les défis sont à plusieurs niveaux. Déjà, au niveau des jeunes, ils n'ont pas toujours la bonne information. Ils ne savent pas où aller la chercher et ils ne savent pas à qui s'adresser. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, à notre niveau, on a vraiment un grand besoin de communication, de visibilité de nos actions, de nos activités. Ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, effectivement aussi, quand vous prenez 77% de la population, vous conviendrez avec moi qu'un seul ministère ne peut pas en avoir le monopole. Ça veut dire que quand vous parlez d'épanouissement des jeunes, ça va aussi bien de la santé, de l'éducation, de leurs droits, du civisme. Donc, vous voyez que, en fait, plusieurs départements ministériels sont impliqués. Et le grand défi aussi, c'est le manque de coordination, de synergie entre nous, il faut le reconnaître. Ça veut dire que chacun fait, par exemple, le plus grand employeur aujourd'hui, quand on regarde l'écosystème guinéen, on dit c'est l'agriculture, et c'est vrai. Maintenant, l'agriculture a des moyens et accompagne beaucoup de jeunes. Mais nous, en tant que ministère en charge de ces jeunes-là, on n'est pas forcément au courant de ce qui se passe là-bas. La même chose dans les autres secteurs. Donc, le manque de coordination et de synergie est vraiment un grand facteur qu'il faut chercher à corriger pour avoir plus d'impact. Et aussi, du coup, ça a une autre conséquence, c'est qu'il y a une déperdition des moyens. Parce que si chacun a un bout du financement qui n'est déjà pas conséquent, ça veut dire que le manque aussi de guichets uniques en ce qui concerne l'emploi et l'insertion des jeunes, ça aussi, ça nous fragilise parce qu'il faut des moyens pour former, il faut des moyens pour accompagner, il faut des moyens pour renforcer les capacités. Donc, quand c'est des petits bouts, et c'est pour ça que souvent on est sur des projets pilotes qui marchent, mais on a du mal à aller à l'échelle. Donc, il est important de mettre tout ceci en synergie pour que non seulement les moyens soient et que surtout tous ces différents ministères, chacun en fonction de ses attributions, puisse concourir à l'atteinte des résultats. Mais justement, parce que souvent, on agit aussi dans les mêmes secteurs, parce que j'entends toujours renforcement de capacité, accompagnement. Donc finalement, est-ce que, comme vous le dites, on met les mêmes efforts au même niveau sans forcément obtenir un résultat? Mais vous, en tant que ministère, parce que le ministère de tutelle de la jeunesse, c'est le ministère de la jeunesse et des sports, quelles sont les mesures que vous envisagez pour justement arriver à coordonner tous ces efforts? Ou vous, simplement, au niveau de votre direction, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Nous, effectivement, on a au sein du ministère de la Jeunesse, dans nos attributions, comme on dit, un organe consultatif qui s'appelle, comme on dit, le cadre national de concertation pour l'emploi des jeunes. Alors, l'objectif de ce cadre national de concertation, c'est de mettre ensemble tous les acteurs pour que chacun, en fonction de ses attributions et de ses compétences, puisse jouer sa partition.
Et ça, on est en train vraiment, le projet est déjà terminé, il est au niveau de la primature. On attend que le Premier ministre signe cela pour que justement on puisse avoir des points focaux dans tous les départements ministériels. Par exemple, moi j'ai besoin de savoir au niveau de l'agriculture quelles sont les perspectives. Ils ont des moyens, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et moi, voir quels sont les jeunes que j'ai, comme on dit, dans ma base ou ailleurs, qui peuvent être intéressants pour eux, pour atteindre cet objectif-là. La même chose au niveau des télécommunications, au niveau de la pêche. C'est-à-dire que c'est vraiment, on ne peut pas aller de façon isolée, ça nous fragilise. Il est important d'avoir un vrai cadre et d'avoir aussi une coordination de toutes ces activités pour que l'impact soit réel et que vraiment on puisse être satisfait. Alors parlons de l'auto-emploi, parce que c'est vrai que pour créer l'emploi, il faut aussi s'auto-employer. Et donc on parle d'entrepreneuriat, quitte à vous faire répéter, mais comme on dit dans l'émission Boss Lady et qu'on s'intéresse à l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, vous avez parlé du programme Youth Connect pour les femmes. Est-ce qu'il y a d'autres programmes qui sont adressés justement à ces jeunes entrepreneurs? Oui, tous les programmes que nous mettons en œuvre, l'approche genre est importante. D'ailleurs, c'est une direction qui travaille beaucoup avec les partenaires techniques et financiers. Et c'est vrai que l'aspect genre est très important. Souvent, c'est 50-50. Et aussi, dès que vous leur donnez des moyens, vous mettez les conditions, vous vous rendez compte qu'elles arrivent à faire aussi bien que les hommes et souvent plus. Et une fois de plus, il y a un projet, parce qu'avec Integra, pour citer celui-là qui a été très innovant, c'est qu'on est dans des chantiers écoles. Alors, dans les chantiers écoles, c'est vraiment, comme on dit, un peu le BTP, les infrastructures en zone rurale. Donc, entre guillemets, un métier qui est censé être masculin. Mais rien qu'en mettant en place les crèches mobiles, c'est-à-dire les mamans nourrices qui étaient intéressées mais qui venaient avec des bébés au dos et que ce n'était pas possible de pouvoir travailler, comme on dit, sur un terrassement, etc. On a mis ça en place, je vous assure que le taux de participation des femmes a grimpé à 80%. Et ça nous a même permis encore de créer d'autres emplois parce qu'il fallait prendre d'autres jeunes femmes puéricultrices que nous avons formées pour s'occuper de ces enfants. Donc, ça crée d'autres emplois aussi, et après tout en permettant à celles qui veulent aller dans ce métier d'IDOM de pouvoir le faire. Exactement. Et aujourd'hui, on a des femmes caroleurs, on a des femmes électriciennes, on a des femmes maçons, et après, elles se mettent en groupement. Et elles réussissent très bien parce qu'elles sont très organisées. Vous savez, déjà, la femme, elle a la notion de la gestion, c'est inné. Donc, une fois que vous les accompagnez juste un peu, parce qu'on donne des cours basiques d'éducation financière et qu'elles ont aussi, comme on dit, un petit montant qu'elles épargnent pendant le parcours de 9 mois. Quand elles sortent du parcours, elles ont donc un petit montant qu'elles mettent ensemble et on fait aussi la relation avec les IMF pour qu'elles aient accès au premier niveau, les institutions de microfinance, pour qu'elles puissent avoir accès au premier niveau de crédit. Des fois, c'est juste 5 millions, mais elles font des choses extraordinaires avec ça. Avec tous ces moyens qu'on met à votre disposition, ces partenariats avec ces entreprises, comment vous voyez le futur de l'entrepreneuriat des jeunes, au niveau des jeunes et particulièrement des femmes dans ce pays? Est-ce qu'il y a de l'espoir que... J'estime que vraiment l'entrepreneuriat en Guinée est porteur, aussi bien pour les jeunes que pour le développement de ce pays. Quel que soit le domaine dans lequel on veut entreprendre aujourd'hui, je peux dire qu'il est vierge. Donc, il y a besoin d'innover, il y a besoin de créer. Quand on voit toute la créativité dont les jeunes sont capables, vraiment, il faut juste mettre en place un process d'accompagnement pour qu'ils puissent y arriver. Moi, je suis convaincue que c'est à travers l'entrepreneuriat qu'on va pouvoir, résoudre en grande partie le problème du chômage des jeunes, mais permettre aussi à ce pays de se développer. Et comment les jeunes peuvent avoir accès à tout ça finalement? Est-ce qu'il faut qu'ils viennent tout de suite au ministère, ou bien vous avez mis en place des... Parce que vous avez dit qu'à un moment donné, vous aviez des problèmes de communication, mais d'ici là, comment vous faites pour faire passer l'information quand il y a un programme qui est adressé à ces jeunes? On a un site du ministère où il y a donc toutes les informations concernant les ministères. Mais aujourd'hui, justement, pour casser un peu cette barrière et améliorer, nous avons entrepris d'aller nous-mêmes dans les universités. Là, je viens de boucler un programme PATEJ avec financement de la BAD qui a concerné 3000 jeunes sur toute l'étendue du territoire. Et l'idée, c'était d'aller, comme on dit, former les jeunes en fin de cycle sur l'entrepreneuriat, justement, le développement personnel et les techniques de recherche d'emploi. Pour leur dire, OK, vous avez fini votre cursus universitaire, parce que là, c'était vraiment adressé aux étudiants des universités et des écoles professionnelles.
Qu'est-ce que vous allez faire demain quand vous aurez votre diplôme? Voilà les étapes. Déjà, il faut aller s'inscrire à l'AGIP. C'est à l'AGIP qui a, comme on dit, la base de données des demandeurs d'emploi de l'État. C'est l'entrée. Pourquoi? C'est vraiment là. Et pourquoi c'est important d'aller là? C'est qu'une fois que vous êtes enregistré et c'est gratuit, vous avez votre profil, vous avez un numéro. Quand nous avons des formations à faire de grosse envergure, c'est là-dedans que nous piéchons. Quand il y a même besoin de recruter, c'est là-dedans. Quand les entreprises ont besoin, c'est là-dedans en fonction des profils. Donc, il faut savoir qu'il y a ça. Maintenant, vous voulez aussi créer votre entreprise. Il y a l'APIP. Mais au-delà de l'APIP, il y a aussi le FONIGE, qui est au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui est le Fonds national d'insertion des jeunes, où vous pouvez avoir tout l'accompagnement dont vous avez besoin, notamment jusqu'à la rédaction de votre plan d'affaires. Et ensuite, il y a aussi la Direction nationale de l'emploi et de l'auto-emploi qui peut déjà être la première porte d'entrée en vous conseillant. C'est-à-dire que moi, j'ai même au sein de ma direction des conseillers d'orientation. Vous savez, quand le jeune arrive, il a un diplôme de relations internationales ou un master, il ne sait pas trop quels sont ses centres d'intérêt. On a des jeunes aujourd'hui qu'on a formés au niveau de cette direction qui sont capables, à travers donc vraiment un coaching, un accompagnement, de permettre aux jeunes de détecter ces centres d'intérêt et de voir vers où ils peuvent aller. Et tout ça, je pense que ça passe aussi par l'entrepreneuriat parce que les jeunes, ils sont impatients, ils sont très innovants et vraiment, ils ont tellement de choses à donner qu'il faut créer un cadre pour cela. Alors Aminata, quel boss êtes-vous? Je sais que vous êtes employé de l'État, mais j'imagine que vous êtes à la tête d'une direction nationale des collaborateurs. Tout à fait. Quel boss est Aminata? J'ai une cinquantaine de personnes. Ah. Alors, je dirais que Aminata, en fait, est une boss assez exigeante parce que perfectionniste, mais aussi qui applique le management participatif. Je délègue beaucoup. Et c'est vrai que j'ai besoin, moi, d'avoir toute une équipe autour de moi qui soit compétente. Je me repose sur eux. Donc, je ne suis pas vraiment la boss qui garde tout à son niveau et ils sont très étonnés, surtout dans l'administration, parce que ce n'est pas un style de management qui est habituel. Mais moi, et je me rends compte que ça marche très bien. Et les autres directions, et même au niveau du cabinet, ils le reconnaissent en disant oui, quand Mme Kouyaté n'est pas là, son adjoint n'est pas là, vous prenez un autre cadre, ben, il est tout aussi au courant, il peut. Donc je suis vraiment dans ce management participatif et j'estime que ça nous permet d'atteindre mieux nos résultats. Quelle personne vous inspire dans ce monde? Alors beaucoup de personnes m'inspirent, mais il y a une en particulier pour moi qui m'a permis de illustrer quand on dit « the sky is the limit », c'est Oprah Winfrey. Parce que dans son environnement, femme, noire, être arrivée à ce niveau-là, je me dis que tout est possible quand on a confiance en soi. Donc Oprah, c'est une femme vraiment pour moi qui est inspirante. Et en plus, comme elle est une Afro-américaine, je pense qu'il y a des similitudes avec notre environnement. Donc c'est une femme que j'admire, qui m'inspire beaucoup. Et votre vision du monde? Alors, ma vision du monde, c'est que j'estime que c'est l'humain qui est au centre de tout. On a passé des époques, on dit c'est l'argent, mais moi j'estime que quand on met l'humain au centre, on trouve après les moyens. Donc, je suis vraiment pour, comment dirais-je, l'entraide, l'écoute de l'autre. C'est pour ça que j'ai dit que j'étais empathique. Et j'estime que cet échange, parce que vous recevez toujours quelque chose quand vous donnez. Et pour moi, c'est important. Et je pars aussi du principe que dans la vie, c'est une équipe qui gagne, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Donc, il est important d'être entouré des bonnes personnes et de pouvoir, comme on dit, s'entraider pour aller encore plus loin. On va quand même vous demander le mot de la fin, même si vous êtes en train de finir sur une belle note sur la vision du monde. Vous allez regarder la caméra en face et puis nous dire en une minute votre dernier mot. Alors, mon dernier mot sera une fois de plus pour les jeunes de Guinée, qui sont le présent et l'avenir de ce pays, sur lequel ce pays compte pour être vraiment jouer sa partition dans le concert des nations et leur dire que tout est possible ici, surtout si eux-mêmes le veulent. Les moyens sont là. L'environnement peut encore s'améliorer, mais il faut qu'eux-mêmes ils nous permettent de pouvoir les aider. Donc vraiment, il faut croire en soi, il faut croire en ses rêves et tout le reste peut être possible. Croire en soi, croire en ses rêves, tout le reste est possible, pour citer Aminata. Et j'encourage justement tous ces jeunes à aller vers leur ministère de tutelle. Il ne faut pas se créer des barrières où il n'y en a pas. Il y a un ministère de la jeunesse et des sports
Et vous avez vu qu'il y a beaucoup de possibilités qui vous sont offertes à travers ce ministère, à travers la direction de l'emploi et de l'auto-emploi des jeunes. N'hésitez pas, allez-y et puis prenez le maximum d'informations et profitez des opportunités. Moi, je vous retrouve très vite pour une autre bosse de l'entrepreneuriat féminin.